Bon, alors, je teste un nouveau format. Ou plutôt, j'étends les avis en de grosses vidéos critiques un peu plus brutes. Cela va se ressentir car le début va être assez classique, mais vous avez les chapitres pour aller sur les segments où je m'étends plus sur certaines parties du jeu et mon ressenti au moment où j'écris le script. Mais je suis preneur de tout retour critique et amélioration en plus de vos avis sur Tears of the Kingdom. J'ai pris mon temps avant de me dédier à Tears of the Kingdom. Il me fallait digérer suffisamment longtemps après Breath of the Wild que je n'ai fait qu'avant la sortie de sa suite. J'avais vu passer sur les réseaux les créations d'ingénieurs de nombreux joueurs, j'avais entendu les avis et le clivage d'une suite 1.5 qui commence à devenir une narrative favorite dans les discussions de jeux vidéo et de licences. Ce que j'espère avant de me lancer était de retrouver ces sensations de liberté et d'utilisation de mécaniques m'obligeant à expérimenter et m'approprier le monde d'Hyrule, mais aussi réussir à me garder captivé pendant toute la durée de l'aventure. Peut-être viendra le jour où je ferai des vidéos d'ailleurs sur les souvenirs que me laissent certains jeux, mais en attendant, lançons-nous une nouvelle fois dans Hyrule avec Link. Certains griefs que j'avais dans Breath of the Wild ont été améliorés, notamment la découverte d'une arme dans un coffre alors que l'on a l'inventaire plein, qui peut être échangé quand du coup l'inventaire est plein, et ça arrive souvent. C'est du confort de jeu, les pierres sont maintenant utiles au combat, ou juste pour détruire des éléments du décor avec le pouvoir d'amalgame et une arme. Le pouvoir d'amalgame d'ailleurs offre une infinité de possibilités dès le prélude. Si on a déjà fait Breath of the Wild, on s'émerveille d'imagination dès le début. Et même plusieurs heures après, j'ai fini par découvrir que l'on pouvait amalgamer deux boucliers par exemple. Et ceci permet quand même d'alléger la frustration d'avoir un inventaire d'équipement limité. Parce que comme d'habitude, on doit trouver des Korogu pour ensuite aller voir Noya et lui demander d'agrandir notre sacoche. Et franchement, je ne peux cacher ma frustration et le côté très insupportable de tout cela. Ça passe une fois dans Breath of the Wild, mais là c'est juste épuisant. Alors l'ajout des Korogu qui cherchent à retrouver leurs amis, comment vous dire? C'est intéressant dans les casse-têtes à résoudre pour le déplacer d'un point A vers un point B, mais la seule vision de ces bestioles démoniaques m'a provoqué de l'agacement, puis de l'ignorance complète de leur existence. C'est presque un tour de magie de Nintendo pour au final me faire accepter que soulever des pierres n'était finalement pas si mal que ça. Au fur et à mesure de mon aventure, je me suis rendu compte avec ce TOTK que la map, je la connaissais. Malgré les changements bien tentés de l'environnement, avec les abîmes par exemple, ce retour à zéro laisse un goût amer manette en main. Remapper Hyrule avec les tours Assassin's Creed fut moins agréable encore que dans le premier opus. La vue est certes cool depuis les airs, mais j'ai personnellement très vite passé les cinématiques histoire d'aller au plus pratique. C'est-à-dire utiliser ces tours catapultes pour localiser les points d'intérêt terrestres. Et on va passer sur le pourquoi de la disparition visuelle de bon nombre de choses faites dans Breath of the Wild. Les nombreux sanctuaires et tours qui auraient pu être intéressants en termes narratifs et d'influence sur TOTK. C'est à se demander pourquoi avoir choisi de reskiner les sanctuaires et tours pour faire presque la même chose. On se plaint dans la sphère gaming suffisamment de la formule Ubisoft pour ici ne pas trouver que TOTK ne fait pas beaucoup d'efforts. La prise de risque d'avoir une map terrestre sans brouillard de guerre aurait été plus salutaire dans le sens où les nouveaux joueurs pourraient se concentrer sur les sanctuaires ou sur l'utilisation des tours dans l'unique objectif d'être un moyen pratique et rapide d'accéder aux îles célestes. Ces dernières d'ailleurs auraient ainsi pris plus d'importance et d'intérêt dans l'aventure. Le ciel est certes partie intégrante dans les quêtes principales, mais au final les îles célestes ne servent pas à grand chose d'autre. Les efforts se sont clairement concentrés pour rendre les possibilités de construction infinies. Techniquement c'est bluffant et j'ai vu des choses assez incroyables par beaucoup de joueurs, mais au final je ne me retrouve pas dans ce côté SimCity. Paradoxalement, le changement dans les pouvoirs qu'utilise Link sont bien plus frustrants et inutiles dans le monde ouvert que les précédents. Le jeu veut absolument tourner autour de la prouesse, voire peut-être promesse d'une infinité de construction et d'amalgame d'éléments physiques. C'est très fort cette sensation de pouvoir faire naître des choses dans ce jeu, mais cela rend encore plus triste la réutilisation de la même map. Les éléments disposés aux quatre coins d'Hyrule brisent l'immersion pour moi. Je ne me sentais plus explorer Hyrule, je ne découvrais plus grand chose, déjà que Breath of the Wild avait ses limites dans son monde. TOTK a choisi de conserver bien des choses qui ont fait la force de Breath of the Wild, mais ce dernier puisait pour moi sa force dans la première expérimentation, la première découverte. Ses défauts sautent alors immédiatement aux yeux dans une suite. Il faut quand même reconnaître un effort de narration mais aussi une volonté assez évidente de remplir de vie et de monstres actifs la map.
J'ai trouvé qu'il y avait plus de vrais camps de monstres qui se déplacent et plus de PNJ qui avaient des choses différentes à nous apprendre que les emplacements de sanctuaires. Imaginez si la map avait été réduite, l'impression d'un monde particulièrement actif et vivant que l'on aurait eu. Il ne s'agit pas d'avoir une sorte de ville très peuplée englobant toute la map, mais la sensation de voir un monde tourner seul autour de nous est quelque chose de très satisfaisant. Les rencontres sont alors plus touchantes pour moi, plus intéressantes. Ici, c'est par moments une upgrade très appréciable qui est faite dans ce sens. Je n'ai pas beaucoup de records de mes sessions avec les sanctuaires parce que, entre autres, je les fais mécaniquement sans vraiment en retirer du plaisir ou du négatif en vérité. C'est devenu un processus automatique de partir à la pseudo-chasse au sanctuaire pour avoir suffisamment de lueur bienfaisante et augmenter sa jauge de cœur ou d'endurance. Et c'est pareil avec les noix de Korogu, je les fais pour avoir ensuite le plus de confort de jeu possible et suivre la quête principale. C'est peut-être d'une certaine manière la magie de Nintendo. Paradoxalement, je joue pas mal pour les faire et quelquefois j'ai des moments fun ou agréables. Ça a beau être saoulant, c'est comme cela que je peux faire ensuite l'histoire principale et finir le jeu sans le sentiment d'être coupé dans mon élan parce que je ne suis pas assez fort. Ça fait partie du contrat des mondes ouverts et on s'y fait. Alors certes, je dois avouer que je les ai enchaînés avec une map interactive à côté de moi pour aller plus vite et les localiser, mais j'ai quand même pris plus de plaisir à faire les sanctuaires de TOTK que ceux de Breath of the Wild, qui étaient par moments un peu tirés par les cheveux. Voire même je pense que je le réussissais un peu sur un coup de chance. Ici je m'organise avec le matos mis à disposition, je réfléchis et tente des choses plus simplement. C'est peut-être là la différence à mon avis. Je suis actif pendant la réflexion alors que Breath of the Wild j'étais passif à essayer de comprendre la marche à suivre et quel pouvoir utiliser. Au final TOTK fait souvent appel à emprise, voire presque exclusivement à ce pouvoir, mais avec les constructions je n'y fais pas beaucoup attention. Enfin, je l'écris a posteriori au bout de nombreuses heures, mais en jeu je le remarque moins que dans le premier opus. Ça peut par moments faire oublier quand même que l'on puisse passer à travers des surfaces à la verticale, mais j'ai bien plus aimé cette partie du gameplay avec la résolution des sanctuaires. C'est aussi durant ces sessions de jeu que j'ai profité pour faire quelques géoglyphes pour trouver des larmes de dragon et ainsi débloquer les souvenirs de TOTK. Mais contrairement à Breath of the Wild, je trouve que ces fragments de mémoire du passé sont plus intéressants. Ils ont plus de lignes de dialogue je trouve, et peut-être que je me trompe sur mes souvenirs de Breath of the Wild, mais ils ont une saveur différente par moment. C'était bien quelque chose que je ne pensais pas que Nintendo allait un peu plus pousser avec sa Switch vieillissante. Comme certains l'ont dit, c'est effectivement dommage de les avoir dans le désordre. L'explication de ce choix, c'est que si on fait un peu attention, ils sont comme dans Breath of the Wild en rapport avec les lieux où on les trouve. Ce n'est peut-être pas si important de les faire comme cela, mais j'imagine qu'il y avait un besoin d'être cohérent chez Nintendo. Et il faut aussi mentionner que les géoglyphes sont parfaitement utilisés comme point de repère une fois en l'air, car visibles vraiment de loin. J'ai bien moins eu besoin d'ouvrir la map ou de regarder la minimap pour reconnaître des zones, même si c'est un peu redondant de se propulser souvent en l'air avec les tours. La réduction du nombre de sanctuaires terrestres pour remplacer dans le ciel fait que les distances dans certaines zones, entre deux sanctuaires, peuvent être plus grandes dans le ressenti. Mais l'exploration est ainsi un peu plus tournée vers le ciel avec certaines quêtes et activités spécifiques. En parlant des sanctuaires, j'ai commencé à mentionner les pouvoirs et comment on les utilisait plus naturellement dans la résolution de ces sanctuaires. Mais pour ce qui est des combats, je suis déçu d'avoir peu d'usage. Les joueurs les plus skillés sauront y faire, j'en doute pas. Mais moi j'ai un peu perdu de l'essence des combats de Breath of the Wild, que cela soit avec les bombes ou Cinétis qui peut-être étaient trop puissants pour Nintendo. Ici on fait appel à énormément d'objets pouvant servir à renforcer les flèches ou nos armes avec amalgame. Mais il y a là un gros problème pour moi. Si vous jouez beaucoup avec l'arc comme moi, vous allez encore une fois être monstrueusement frustré par la quantité réduite de flèches dans le monde. Ou plutôt l'impossibilité comme dans bien des jeux de les fabriquer en fait. Je veux dire, Link peut couper des arbres et les transformer en fagots de bois, mais pas derrière en faire des flèches de bois. Les branches auraient à la limite pu servir de ressources que l'on utilisera pour crafter des flèches. Mais non, il faut fouiller un nombre incalculable de caisses ou pots pour que le jeu donne des flèches. Pire, il m'a semblé que la technique pour farmer des flèches en laissant les ennemis vous attaquer, avec leurs flèches illimitées d'ailleurs eux, ne fonctionnait plus, les flèches finissant par disparaître à l'impact au sol.
La technique du bouclier en bois est-elle par contre toujours efficace, mais il faut farmer beaucoup et très vite ce ne sont plus les boucliers les plus durables. Pour pallier à cela, le pouvoir amalgame permet d'ajouter tout votre inventaire à vos tirs de flèches et ainsi en limiter l'usage. C'est au départ très cool et cela permet d'utiliser différemment les parties de monstres que pour des remèdes. Mais à la longue, je me suis retrouvé avec une liste extrêmement longue de matériaux utilisables. Il y a bien une possibilité de réorganiser tout cela. Mais même comme ça, j'étais particulièrement saoulé quand je cherchais spécifiquement un élément de feu ou de glace. Je pense que l'idée est très bonne, mais dans le confort d'exécution, il aurait fallu nous donner la possibilité de choisir certains matériaux à mettre dans une liste de favoris que l'on souhaite utiliser régulièrement, ou de manière spécifique pour certains types d'ennemis dans certaines zones. C'est le fonctionnement choisi pour l'un des pouvoirs que peut acquérir Link, dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Pour finir là-dessus, les développeurs ont pensé pour certaines zones la mise en place de coffres comprenant des flèches pour pallier ce qui est pour moi une faiblesse de BOTW à TOTK qu'ils n'ont pas su ou pu résoudre autrement, et c'est assez frustrant d'avoir à gérer cela. Les artefacts Sonao pour les constructions et l'amalgame viennent plus brouiller l'esprit qu'autre chose. On s'arrête pour construire des trucs plutôt que d'explorer et de découvrir. Ce qui faisait la force pour moi malgré tout de Breath of the Wild, c'était sa simplicité à une époque où les autres mondes ouverts se compliquaient la vie. Et au final ici, TOTK choisit de se complexifier je trouve. À part si vraiment nécessaire, j'ai souvent ignoré les constructions malgré les nombreux éléments de chantier sur les routes. J'aimais préparer à l'avance mes plats ou me refaire un stock sachant que je n'allais pas avoir sur mon chemin des marmites. Alors l'artefact marmite de voyage en devient presque inutile au vu de mon approche et l'expérience que m'a laissé le premier jeu. Même si je peux imaginer que chacun a une manière bien différente de jouer et donc de mettre différents outils dans lesquels piocher n'est pas une mauvaise chose en soi. J'ai quand même la sensation que le côté bac à sable qu'offrent les artefacts et amalgames est à double tranchant. C'est encore plus vrai quand le dernier pouvoir du Pikata est facultatif. Ce pouvoir permet de conserver en mémoire au moins 30 constructions pour les ressortir si besoin. J'y vois un aveu que les constructions sont une complexité que bien des joueurs passeront outre. Ne voulant pas barrer le chemin de la complétion du jeu, ils ont alors éparpillé les artefacts spécifiques nécessitant de construire des choses utiles. J'ai mis beaucoup de temps avant de trouver des gouvernails par exemple. Si en plus on prend en compte qu'on ne puisse pas avoir sa construction de côté sans un pouvoir facultatif que le jeu ne vous indique pas, eh bien on se demande est-ce si nécessaire? Et pour le coup, non. Les plus ingénieux sauront exploiter au maximum les artefacts et d'une certaine manière, les explorateurs seront récompensés en trouvant le pouvoir du Pikata. Mais son placement dans les profondeurs bloque encore plus l'accès à l'exploitation au maximum ou du moins à la portée de tous les artefacts et les constructions. Je trouve cela dommage. De plus, une fois que l'on s'y intéresse un peu plus sérieusement, j'ai trouvé dommage que les profondeurs soient si accidentées dans leur design. Cela ne permet pas de faire usage facilement des constructions et freine l'exploration de cette zone. Et quand bien même c'est voulu, cela participe à rendre leur présence peu importante et coûteuse comparée au reste de la map. Les profondeurs sont accessibles et présentées très vite, mais aussi le danger qu'elles représentent nous fait très vite les fuir et comprendre que l'on n'est pas encore prêt pour les explorer. Hormis si on se la joue très malin en esquivant les combats, tout est fait en ces lieux pour vous pourrir la vie et peut-être moins vous susciter l'envie d'explorer une zone pourtant très vaste. Des crevasses en passant par des mini-boss et les miasmes au sol, j'ai du mal à comprendre l'objectif d'avoir mis autant d'obstacles. Était-ce une volonté de prendre à contre-pied les joueurs ? À ce moment, je considère le prélude dans le ciel bien meilleur dans l'idée d'exploiter différemment TOTK. Vous voyez une île ou un archipel au loin et vous avez envie d'y aller, de découvrir ce qui s'y trouve. Alors que pour les profondeurs, vous vous sentez tellement vulnérable et vous avez absolument tout contre vous pour les explorer que vous n'avez peut-être plus envie d'y aller. C'est en tout cas mon cas. J'ai passé de nombreuses heures sans vraiment comprendre leur utilité au final. J'exagère un poil car c'est dans les profondeurs qu'une partie de la quête principale se déroule pour les temples de sages. D'ailleurs, les temples qui remplacent les créatures divines de Breath of the Wild sont très intéressants pour tout ce qu'il y a avant de les atteindre. Parcourir le ciel ou les profondeurs offre un vrai sentiment de parcourir des donjons, mais par la suite, une fois que l'on fait un temple, c'est comme si vous aviez vu tous les autres temples du jeu. Les mécanismes à actionner sont certes différents dans leur approche, mais c'est relativement pareil que dans Breath of the Wild. Pas de surprise particulière ou de moment marquant pour moi.
Dans mes souvenirs et mon imaginaire, les Zelda se distinguent surtout avec des donjons. Avec ces deux derniers de la licence, Nintendo édulcore ou plutôt remplace les caractéristiques des donjons par des sanctuaires. Mais leur nombre élevé fait qu'on ne les retient pas forcément. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais pour moi je n'ai pas une ou deux choses à ressortir. Même à vouloir comparer la manière dont d'autres ont fait, parce que je ne pense pas que tout le monde va se taper et se rappeler les plus de 100 sanctuaires du jeu. Mention spéciale quand même au temple de la foudre qui fut mon préféré. La réflexion qu'il apportait était plus intéressante bien que simple. On va dire qu'il allait à l'essentiel en me faisant observer et être attentif à l'environnement typique de donjon. Les combats de boss de ces temples sont tout aussi oubliables. Dans un sens, ceux de Breath of the Wild offraient un peu plus de challenge et de réflexion sur quel pouvoir utiliser. Ici, c'est une évidence enfantine. C'est bien pour les plus jeunes et moins habitués aux jeux vidéo, mais on regrettera que cela se soit effrité par rapport à Breath of the Wild. Ils sont extrêmement courts, il n'y a peu voire pas vraiment besoin d'être prudent face à eux. L'idée d'avoir d'ailleurs d'user spécifiquement des capacités des descendants des sages bride finalement les possibilités qu'aurait pu offrir de combattre en binôme. Il ne faudra pas prendre ce que je dis comme une critique excessive et que TOTK est un mauvais jeu. Que ces éléments m'aient moins plu ne veut pas dire que le jeu en entier m'a moins plu. Les pouvoirs des différents sages sont très particuliers. Je ne veux pas dire qu'ils sont inutiles, mais franchement, à part permettre un confort pour certaines situations, ils sont plutôt encombrants. Les IA ne sont pas d'une grande aide au combat et il est très compliqué de faire usage des différents pouvoirs quand il y a plusieurs ennemis. Le concept d'aller vers l'esprit pour activer son pouvoir est particulièrement archaïque, daté et contre-productif. Là encore, je trouve que c'est une régression par rapport à Breath of the Wild qui allait à l'essentiel et permettait de vraiment faire attention à ce qu'on avait déjà utilisé comme pouvoir ou combien de charges il restait. Pendant l'exploration, les esprits sont seulement à ce moment vraiment utiles et intéressants. Et encore, il ne s'agit vraiment que de celui de Babil. La possibilité de les désactiver me fait penser qu'ils n'ont pas cru ou ont vu les limites de leur nouveau pouvoir chez Nintendo. Je ne serais malgré tout pas surpris que ces éléments fassent un peu future-proof en interne et soient poussés plus loin et plus utiles avec un nouveau hardware. Cela permettrait de créer un vrai sentiment d'être entouré de partenaires serviables. Sur le plan technique, il faut bien avouer que Tears of the Kingdom est un chef-d'œuvre. En prenant en compte la vieillesse de la Switch, c'est remarquable ce que les équipes de Nintendo sont capables de faire rentrer dans une cartouche. 2 maps et demi parce que je pense que les îles célestes sont un poil plus simples à faire, notamment parce qu'elles se ressemblent beaucoup, mais je n'ai aucune compétence de développement. Il n'empêche que quand on est dans les airs, après avoir été propulsé par une tour, on ne peut qu'être émerveillé par tout ce qu'offre cette map d'Hyrule. La distance d'affichage est en plus pas dégueulasse, et là encore, il faut dire chapeau au travail à la maîtrise de la console par les développeurs. Les making-of de Breath of the Wild et maintenant de Tears of the Kingdom sont sans doute les secrets de famille les mieux gardés chez Nintendo. Il y a certainement plein d'explications que des personnes plus compétentes que moi sauront donner sur comment ils ont optimisé tout cela. La map des profondeurs vient en plus ajouter à ce sentiment de jeu tellement fourni que cela donne le tournis. Les différents camps, les différents personnages relativement plus nombreux à l'écran, ou encore des souvenirs et autres scènes cinématiques avec plus de dialogue sont toutes des choses dont Nintendo a poussé les curseurs au maximum de ce qu'est capable la console et les développeurs maison qui travaillent dessus. Bravo à eux. Alors, l'histoire principale avec la soi-disant mystérieuse Zelda que tout le monde a vue est vraiment ridicule. Je suis désolé, mais on comprend très vite, et ce même sans les souvenirs, qu'il ne s'agit pas de Zelda, mais de Ganondorf qui se fait passer pour elle. Plus j'ai rencontré d'autres personnages ayant vu Zelda ou plutôt Ganondorf, et plus cela devenait ridicule, et j'avais juste envie de dire c'est bon, on a compris que la princesse Zelda ne ferait pas une telle chose normalement. Ce n'est plus un mystère et c'est usant. Les dialogues en deviennent soporifiques. Utiliser un double maléfique de Zelda par petites touches aurait eu plus d'impact et plus d'intérêt à suivre l'histoire. Les souvenirs permettent de relever le niveau, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peu de temps accordé à nous faire une histoire principale à suivre plus évoluée que dans Breath of the Wild. Chaque village principal apportant un nouveau phénomène qu'il doit régler avec ses conséquences sur les habitants et sur les personnages qui deviendront les nouveaux sages. Ça casse pas 3 pattes un canard, mais faire ensuite cela tourner autour du double de Zelda fait que comme dans Breath of the Wild, on a peu de surprises sur le reste de l'aventure et des villages pas encore visités. Les personnages eux-mêmes finissent par nous dire bon, c'est pas grave qu'on ait vu Zelda ou qu'elle nous a attaqué.
Là encore, la sensation de on vous met ça, mais en fait c'est pas important ou utile est très spéciale. Je suis peut-être tatillon, mais rien n'est parfait et puis tout est permis. En plus, Nintendo a pour le coup donné beaucoup de mystère avec les créatures ou encore la gazette des bois. Que ces éléments secondaires soient moins développés et qu'ils fassent souvent juste sourire, c'est une bonne chose et j'ai vraiment apprécié les faire. Mais avoir le même niveau pour les missions principales fait un peu pitié, j'ai envie de dire. Mais sans demander de la profondeur d'écriture et de développement de personnages d'un Naughty Dog ou Santa Monica, je pense que le lore des Zelda peut essayer d'être moins cryptique, moins timide. Ça reste mon opinion et mon ressenti sur la chose. Mais est-ce si mal de demander à Nintendo d'engager des writers tout en gardant des dialogues et une histoire compréhensible, aussi bien pour le vieux de 77 ans que pour le gamin de 7-6 ans, mais d'aller un peu plus loin quand même. Sidon est un personnage très enjoué qui a peur de perdre sa fiancée comme il a perdu sa sœur. Mais il expédie cette peur à une vitesse et d'une manière qui fait que pour moi, on finit par s'en foutre. Je ne demande pas du sang et des larmes. Déjà que ça demanderait à Nintendo de payer plus cher par ligne de dialogue les doubleurs, alors ça, j'imagine même pas. Mais comprenez ma frustration d'être devant des dialogues que même un enfant se butant à Fortnite finirait par en avoir marre. Sincèrement, je me demande pendant encore combien de temps Big N va pouvoir se reposer sous ses lauriers. Peut-être une fois l'échec du réarmement démographique mondial acté et que le nombre d'enfants soit bien trop petit pour que le marché des familles ne soit plus rentable. Donc bientôt. Malgré tout, finir les larmes de dragon récompense vraiment, je trouve. Contrairement à Breath of the Wild et ses souvenirs, ceux-ci sont plus intéressants avec le mystère de ce que Zelda et les autres sages ont fait, et en plus une sorte de première introduction de Ganondorf. C'est également à travers cette quête que l'on acquiert l'épée de légende avec une cinématique marquante pour moi. Un des rares moments qui évoque pour moi la force et la magie d'un jeu Zelda, d'un chevalier combattant pour sauver les peuples d'Hyrule. Mais au global, cette quête offre beaucoup visuellement et pour le lore de Zelda. Les cinématiques sont vraiment longues et provoquent plus d'intérêt pour moi que celles de Breath of the Wild. Peut-être un effort pour ce que nous réserve Nintendo avec de futures adaptations de Zelda sur d'autres écrans. Pour en revenir au temple dans cette partie spoiler, le temple de l'esprit est je trouve le seul à pleinement exploiter les nouveautés de TOTK. Bien que celui du feu se déroule dans les profondeurs avec les rails, mais la lave éclaire suffisamment pour qu'on oublie dans quelle zone on se trouve. Et c'est là où celui de l'esprit, bien que minuscule, réussit pour moi son effet. Alors certes, si vous avez beaucoup exploré les profondeurs, vous ne serez pas dans la pénombre comme moi, mais c'est le jeu d'avoir des expériences différentes dans les mondes ouverts. Mais en tout cas, c'est le temple qui va vous demander d'utiliser le plus les artefacts Sonao et de faire des constructions pour le terminer. Le bémol derrière, c'est que je trouve le golem contenant le 5e esprit de sage extrêmement moins ludique et assez désagréable à monter et à jouer. Son approche est pourtant intéressante, et j'ai presque envie de dire que c'est le seul esprit qui aurait dû être présent à nos côtés, et les autres plutôt dans la lignée des pouvoirs de Breath of the Wild. Le garder aussi longtemps caché dans le déroulement de la quête principale est je trouve dommage, et je crie cela au bout de 80 heures de jeu. Il faut reconnaître un bien meilleur combat final dans ce TOTK. Enfin, au moins les phases face à Ganondorf humain. Le fait qu'il esquive comme vous rend l'affrontement plus technique et lent. Cela permet d'avoir un vrai duel si on met de côté la partie avec les biens inutiles sages. Ils ont un rôle avant ou au début du combat, mais vraiment j'ose me demander s'ils ont un réel intérêt au global. L'entrée en scène à la Avenger fait sourire, mais je regrette qu'en regardant l'ensemble, ce sont des personnages qui ont peu à jouer dans le moment final. Car la dernière phase du boss final se retrouve être un combat similaire à Breath of the Wild. Très spectaculaire, plus spectaculaire même, mais surtout très simple et rapide. Malgré l'effort visuel et de mise en scène, ça ne va pas m'imprégner l'esprit autant que les phases précédentes. Ça reste un beau spectacle de maîtrise de sa console par les équipes qui ont travaillé sur ce Tears of the Kingdom. Mine de rien, j'ai fait facilement pas mal d'activités dans Hyrule. Que cela soit les larmes de dragon, les grottes, les enquêtes de la gazette ou la reconstruction des Karaï, je me suis vraiment amusé à parcourir la map. Ou du moins, je n'ai pas autant rechigné que lors de mon aventure avec Breath of the Wild. Une fois suffisamment de sanctuaires faits, le jeu prenait une autre forme pour moi. Il y avait une sensation de liberté et de plaisir à plus tranquillement accomplir des tâches.
Il faut noter que mon approche n'a sans doute pas été celle de beaucoup de joueurs. Une fois satisfait et confiant, je n'ai plus eu la sensation d'être forcé à faire les Korogu ou le sanctuaire. Paradoxalement, j'ai mis pas mal de choses de côté, et cela montre à quel point le jeu est fourni. Les complétionnistes ou slow runners auront de quoi faire pendant de très nombreuses heures. J'ai moi-même passé des heures très agréables à atterrir dans l'eau ou à faire le rallye 2-0. C'est aussi ça la patte de Nintendo avec ses mini-jeux dans le jeu très qualitatifs qui me gardent dans le jeu. Et ceux qui ont eu leur compte pourront se faire uniquement la quête principale sans grande difficulté. Il faudra malgré tout être parfois bien malin et esquiver les combats. Enfin, c'est ce que je pense de moi. La sensation est au final assez similaire qu'avec Breath of the Wild. J'ai accepté les choses qui me plaisaient moins et je me suis organisé afin qu'elles impactent le moins possible mon expérience de jeu. Même le bémol d'avoir la même map est au final quelque chose qui m'a permis de moins m'attarder à explorer Hyrule dans les moindres recoins. Me téléportant ou planant d'une zone à l'autre, je me suis bien plus approprié la map cette fois. TOTK a transformé un certain inconvénient de se téléporter entre plusieurs sanctuaires dans Breath of the Wild en un voyage aérien et une appréciation de la beauté du paysage, des couleurs et lumières d'Hyrule. Il est peut-être possible que j'en demande trop à la licence Zelda. C'est un peu pour moi la quintessence cette licence de ce que Nintendo fait de mieux et m'attire plus que les jeux Mario et autres dérivés. Donc j'en attends peut-être plus, voire peut-être trop à la fois. Mais c'est dire à quel point j'estime The Legend of Zelda, en tant qu'univers, en tant que licence du jeu vidéo. Elle m'a toujours paru mystique, légendaire. Les Ocarina of Time, Wind Waker, Minish Cap ou Twilight Princess sont des pépites, des classiques pour moi. Et sans doute l'enfance joue dans cette perception et dans l'exigence que je porte aux deux derniers de la licence. L'âge et l'expérience d'autres jeux ont aussi participé à changer tout cela. Même en étayant autant mon expérience de jeu, je ne ressors pas de ce TOTK satisfait, j'ai envie de dire. C'est un très bon jeu, à n'en pas douter, mais il ne marque pas autant que ses prédécesseurs. Et pour l'une des rares fois, j'ai préféré le premier opus d'un jeu à sa suite directe. Tears of the Kingdom reste un excellent jeu qui mérite votre attention et Nintendo oblige votre argent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo, ma manière de faire et à donner votre avis sur TOTK également. Je vous dis à la prochaine, ciao.